Au panel ce soir, Paul Journet, Dimitri Soudas, Christian Dufour. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Ce qui retient notre attention pour commencer aujourd'hui, c'est du côté de Québec, le gouvernement qui a lancé un sondage sur le web au sujet de la mobilité et du transport dans la région de la capitale-nationale. François Legault avait dit qu'il voulait sonder la population sur le troisième lien. Je suis convaincue que vous l'avez essayé, vous aussi, peut-être, cette consultation-là, parce que c'est accessible à tous, même ceux qui ne demeurent pas à Québec. Et moi, en étant à Québec, j'avais pas les mêmes questions que vous. J'avais plus de questions, moi, sur le troisième lien, comparativement aux résidents de Montréal, par exemple, où on posait d'autres types de questions. Là. Mais on peut peut-être entendre tout de suite le ministre Julien là-dessus. On peut juste apprendre plus de choses, puis cette consultation-là vise également à nourrir la réflexion parce qu'elle va être donnée à CDPQ Infra dans toutes ces analyses de données en surcroît. Donc la question, c'est sûr qu'on va gagner à consulter les gens. Pourquoi arrive-t-il à ce moment précis de la discussion alors que le gouvernement a envoyé tout le dossier de la mobilité et des transports dans la région de Québec à CDPQ Infra? Pourquoi on a choisi de parler autant du troisième lien? Pourquoi on parle beaucoup d'autobus? Pourquoi on parle presque pas d'un système de transport collectif structurant? Est-ce qu'on a expliqué ce que ça veut dire? Oui, parce qu'il n'y avait pas de questions, par exemple, sur le tramway. Paul, je commence avec vous. Je vais enchaîner sur la question de Pascal Paradis, qui est député de Jean Talon pour le Parti québécois. Pourquoi, effectivement, on lance ça comme ça? Et pourquoi c'est des PQ Infra, justement, qui fait cette consultation-là? Bien, je trouve ça assez ironique et savoureux que M. Paradis pose cette question-là parce que la réponse, c'est que c'est à cause de lui. C'est à cause de la défaite de la CAQ dans Jean Talon, de la victoire de Pascal Paradis, que François Legault, à chaud, a changé d'idée au sujet du troisième lien. Et puisqu'il n'avait rien de super précis à proposer, il a dit qu'il allait consulter la population. Et donc, c'est juste pour cocher la case d'une promesse qui avait été faite. Et en effet, on peut se demander quelle est l'utilité de cette consultation pour la Caisse de dépôt. Premièrement, à cause de l'échéancier. Ça arrive assez tard dans le processus de réflexion de la Caisse de dépôt. Et aussi parce qu'on imagine que les gens de la Caisse sont des individus sérieux pour qui la méthodologie est une chose importante et que si on leur donne un sondage dans lequel il n'y a aucun contrôle sur qui peut répondre ou sur le nombre de fois que les gens peuvent répondre, bien, peut-être qu'ils vont se regarder ça puis qu'ils vont dire c'est intéressant, mais non représentatif. Donc, on l'ajoute au dossier sans en faire un facteur déterminant dans notre évaluation. Dimitri Soudas, vous avez servi sous le gouvernement Harper, au gouvernement fédéral. Vous avez probablement déjà lancé des consultations. Là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça donne quelque chose? Ça sert à quoi, finalement? Là? Bien, dans ce cas-ci, ça sert à une chose très simple, pour retourner à la case de départ, pour que le gouvernement, au mois de juin, au mois de juillet, réannonce que finalement, il va y avoir un troisième lien entre Chaudière-Appalaches et la capitale-nationale, autoroutier. Et cette consultation, puis vous avez tellement raison, parce que les deux raisons. Un, c'est la défaite dans Jean Talon, et deux, parce que le premier ministre Legault l'avait promise. En même temps, si vous allez sur le site web de CDPQ Infra, vous allez voir que là, il y a une vraie consultation. Ils sont en train de rencontrer les différents groupes, chambres de commerce. Ils ont rencontré les députés conservateurs de Lévis-Bellechasse. Ils ont même rencontré le nouveau député du PQ, M. Paradis de Jean Talon. Ils sont en train de rencontrer tous les groupes pour, à la fin de l'exercice, pondre leurs recommandations. Mais écoutez, sur le plan politique, on a tous regardé le bye-bye à la fin de l'année. Le gouvernement a changé son fusil d'épaule tellement de fois pour, encore une fois, retourner à la case de départ parce que la vraie consultation, elle a eu lieu en 2017-2018 quand la CAQ disait « coûte que coûte, il y aura un troisième lien autoroutier ». Christian, de votre côté, est-ce que vous pensez que cette consultation-là va vraiment servir à quelque chose? Est-ce que ça va justifier une décision ou c'est juste qu'on veut montrer qu'on tient parole puis qu'on trouve une manière de consulter les gens? Bah, je trouve que c'est pas sérieux, c'est quasiment loufoque. En fait, Jésus en manquait un bout, là, mais moi, j'avais l'impression qu'on attendait le rapport sérieux de la très sérieuse Caisse de dépôt, qui peut-être, avec un recul, serait arrivé, on peut toujours rêver, avec une solution praticable. Le simple fait qu'on demande l'opinion de tous les gens de tout le Québec
C'est pas sérieux, là. Puis même demander l'opinion des gens de la région de Québec, la plupart des gens, en fait, n'ont pas la compétence pour décider de ça. Et ce matin, quand votre recherchiste me parlait du dossier, je dis quoi? Ça revient encore? Le cauchemar revient? Je trouve, moi, quand j'étais jeune au Saguenay, il y avait une expression pour désigner les gens qui n'avaient pas de jugement. Mon père disait, ils n'ont pas de génie. Lui, il n'a pas de génie. Ben moi, je trouve qu'ils n'ont pas de génie. Il faut vraiment faire exprès pour ramener ce dossier-là maintenant du troisième lien qui a coulé la CAQ. Comme le dit Dimitri, on revient à la case départ. Hey, tout un progrès. Puis je le rappelle, juste le fait qu'on consulte l'ensemble des citoyens du Québec, c'est pas sérieux. Bien, justement, en fait, j'ai hâte de voir aussi l'échantillon. Parce que l'échantillon est important quand même qu'on fait une consultation comme ça. Jusqu'à maintenant, apparemment, il y a plus de 10 000 personnes qui ont répondu. Là. Mais est-ce qu'on va avoir à la fin un gros échantillon suffisamment important pour qu'on puisse se dire, OK, on a une consultation mais pourquoi consulter? Je comprends que c'est de la démagogie. Je comprends que c'est populaire de consulter le monde, là, mais on parle d'un grand projet avec un tas d'éléments techniques, tout ça. Pourquoi pas laisser faire la caisse de dépôt? On avait l'impression qu'on était clair pour 6 mois, 1 an. Il n'aurait pas pu laisser faire. Paul, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, juste rapidement, sur la pertinence de ce genre de consultation, s'il y en a une, c'est lorsqu'on pose une question précise. J'aurais pu comprendre qu'on fasse une consultation en disant « Voici un projet qui est techniquement viable, voici le trajet et voici son coût. À ces conditions, est-ce que vous êtes favorable ou non? » Mais là, on consulte les gens au sujet de leurs ambitions, de leurs rêves, de scénarios dont on ne sait pas s'ils seraient ou non techniquement réalisables. C'est quasiment comme une question de référendum. On y va toujours le plus précis possible, oui ou non. Bon. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais quand même enchaîner sur le prochain sujet parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Là. En fait, c'est le président français Emmanuel Macron qui a affirmé aujourd'hui qu'il n'exclut pas que l'OTAN envoie des soldats pour combattre l'Ukraine. Et le ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, vous allez le voir, là, aussitôt fermer la porte, là, il n'y en aura pas de troupes canadiennes au sol. Vous allez voir peut-être dans la citation. Donc, il dit qu'on va continuer de fournir de l'aide. Évidemment, ça, c'est discutable parce que l'Ukraine aimerait en avoir plus. Et puis, on va écouter tout de suite l'ancienne ministre de la Défense, justement, Mme Annan. Le chef de file de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il a dit, et je suis d'accord avec lui, que ce n'est pas le temps de faire ça, mais on doit être avec l'Ukraine dans le court et le long terme, avec l'aide humanitaire, l'aide économique, l'aide militaire, létale, non létale. Donc, on doit être là. Dimitri, comment vous avez réagi quand vous avez entendu le président français? Que l'OTAN il n'y a aucune coordination à l'interne de l'OTAN avant qu'un de ses membres parle. Et entre-temps, Vladimir Poutine est assis derrière sa table longue comme une piste d'atterrissage en train de rire de nous. Écoutez, si on regarde, et je ne suis pas un expert en géopolitique, c'est seulement mon vécu, l'erreur monumentale de l'OTAN, c'était en 2008. C'était le sommet de l'OTAN en 2008 en Roumanie, où le président français à l'époque, Nicolas Sarkozy, et la chancelière allemande, Angela Merkel, voulaient avoir une stratégie d'apaisement vis-à-vis Vladimir Poutine, au point où il était l'invité d'honneur. À l'époque, George W. Bush, président des États-Unis, et le premier ministre Harper voulaient à tout prix essayer de convaincre les membres de l'OTAN d'admettre l'Ukraine à l'OTAN. L'erreur monumentale qu'a faite l'OTAN à l'époque, c'est de dire non seulement ils ont dit non, mais plus tard. Ils auraient dû soit dire oui ou non jamais. Pourquoi? Parce que si on dit non plus tard, le message que ça envoie à Vladimir Poutine, c'est « grouille-toi ». Et la nuance que je vais faire là-dessus, c'est que les Russes, historiquement, ils n'ont aucun problème, ils sont patients. Les guerres d'attrition, ils connaissent ça. Et l'échec de l'OTAN et des États-Unis, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de dissuasion. Et je vais noter l'évident. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en 2014, quand il y avait un président démocrate, avec une stratégie d'apaisement, même avec l'Iran. Il a aussi envahi l'Ukraine pendant que M. Biden était président. Surprise, surprise, il n'avait pas essayé de faire quelconque move quand le président Trump était au pouvoir, parce qu'il est imprévisible. Mais ça, c'était pas comme une forme de dissuasion, à votre avis, Christian?
Moi, j'ai instamment beaucoup aimé les questions que vous avez posées tout à l'heure à l'ambassadeur. Ferry de Kerkhove? Oui, c'est ça. Moi, je trouve pauvre France. C'est très triste ce qui arrive là, parce que la parole de la France, en fait, sur le plan géopolitique, comptait. La France avait souvent des points de vue différents, mais on s'en préoccupait. Là, M. Macron incarne un gaullisme de pacotille. Ce qu'il a fait démontre qu'en politique comme dans la vie, là, être intelligent, ça ne suffit pas, il faut avoir du jugement. Sa déclaration, moi, je trouve, est totalement irresponsable. Puis ce qui est très révélateur, c'est que tous les pays d'Europe se sont dépêchés à dire non, 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 non. Parce que c'est irresponsable et ça peut être dangereux. Et c'est un magnifique cadeau qu'il a fait à Vladimir Poutine. Parce que jusqu'à présent, il peut avoir un doute. On peut se dire jusqu'à quel point l'Europe va appuyer l'Ukraine puis va défendre l'Ukraine. Mais là, il n'a pas de doute. Là. On a envoyé le message à M. Poutine, non. Il n'y en aura pas de troupes en Ukraine. Donc moi, je trouve ça très triste pour la France, parce que c'est pas la première fois que M. Macron, qui est un type très brillant, très convaincant, mais qui a manifesté qu'il n'y avait pas de jugement sur la scène internationale, il a réussi à gâcher la relation avec le plus francophile des pays arabes, le Maroc. Là, il essaye de raccommoder. Il a réussi à gâcher la relation avec l'Afrique francophone. Mais là, franchement, hier, c'était gros. Et je me répète, c'est très révélateur. Aujourd'hui, tous les pays se sont dépêchés de dire non, non, non. Paul, est-ce que vous trouvez que le Canada a bien fait, justement, de dire non, mais après les autres, là, on a attendu un peu la réaction de d'autres alliés avant, puis le Canada a embarqué en disant non, nous non plus? Ben oui, c'est ça. J'imagine... L'Allemagne pèse évidemment beaucoup plus lourd, donc le Canada, comme d'habitude, suit. C'est pas la première ni la dernière fois, c'est plutôt une constante sous le gouvernement Trudeau que le Canada se positionne après ses principaux alliés et pas très rapidement. Mais de toute façon, avant même de se demander si le Canada voulait envoyer des soldats, la première question, c'est est-ce que le Canada peut? Et la réponse qui est évidente, c'est non, parce qu'on parle souvent des pourcentages de dépenses militaires par rapport au poids de l'économie, mais n'oublions pas qu'une bonne proportion des dépenses militaires, bien, ce sont des individus, des membres des forces armées, et il en manque. Donc, il n'y a tout simplement pas la capacité opérationnelle d'aller là-bas. Il n'y a pas non plus le leadership au sein de l'OTAN du Canada pour prendre des décisions importantes comme celle-ci. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression non plus que la déclaration de M. Macron a été prise très, très au sérieux par le Canada. Et moi, j'ai noté quelque chose d'un peu curieux. M. Macron a dit que c'était une forme d'ambiguïté stratégique. Mais à partir du moment où vous le dites, c'est comme si vous êtes en train de dire ouvertement ma phrase suivante, ça va être un bluff. Bien, ça désamorce un peu la crédibilité du bluff, d'autant plus quand les autres pays s'empressent de dire que c'est pas sérieux. Donc, on se demande un peu à quoi ça servait. Terminant, c'est pas la première fois que M. Macron essaie de se positionner par rapport à Vladimir Poutine, où il essaie de prendre l'initiative, soit en étant un interlocuteur ou celui qui s'oppose à Poutine. Mais ça ne semble pas avoir été très heureux aujourd'hui. C'est très juste ce que dit Paul, parce qu'on avait l'impression qu'il réfléchissait tout haut un peu. Monsieur Macron, en fait, qu'il examinait les hypothèses, tout ça. Et je le répète, moi, ça m'attriste beaucoup que la parole de la France soit à ce point dévalorisée. C'est très triste, ça. Bien, Dimitri, d'ailleurs, Jean Passant, le tableau qu'on vous avait montré, c'était pour vous rappeler les investissements. Quand Paul disait est-ce que le Canada a vraiment les moyens d'aller en Ukraine? Pas vraiment. Parce qu'on voit justement le niveau d'investissement par rapport à notre PIB, là, si on compare avec les autres pays. Dimitri, est-ce que la déclaration de M. Macron peut miner la crédibilité de l'OTAN tout au complet? Je pense que ça rajoute tout simplement à la crédibilité qui est déjà minée de l'OTAN. Pourquoi est-ce qu'elle est minée? Parce que si vous regardez tout au long de cette guerre, la Russie agit de façon stratégique, tandis que l'OTAN agit de façon tactique et en réaction. Si vous regardez, à chaque fois que l'OTAN fait quelque chose, c'est en réaction de certaines conditions. C'est comme si leur objectif était de s'assurer que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, au lieu que l'objectif soit que pour l'Ukraine gagne cette guerre. Je veux vous parler aussi, il me reste là, à peu près 3 minutes là, pour parler du système de paix Phoenix qui avait été implanté, on se rappelle, là, il y a 8 ans, avec les ratés qu'on connaît. Et puisque les problèmes persistent encore aujourd'hui, il y a des syndicats fédéraux qui demandent une nouvelle entente de dédommagement pour leurs membres. Paul, est-ce que ce serait justifié, cette indemnisation-là?
Ben, moi, j'ai lu, comme tout le monde, les histoires de fonctionnaires qui attendent encore après une partie de leur paye, et puis c'est cruel. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Quand vous avez donné les meilleures de vos années à la fonction publique, puis on ne vous paye même pas pour le travail qui vous est dû. Je ne vois pas comment on peut défendre ça. Et j'imagine que ce qui pourrait aussi consoler les gens, ça serait de voir qu'il n'y aura plus jamais de problème informatique au fédéral. Mais je ne suis pas prêt à dire ça à partir de ce qu'on voit en ce moment, plutôt le contraire à cause de tout ce qu'on a vu récemment dans l'actualité. Un système qui a coûté à peu près 3 milliards selon les syndicats. Christian, vous, de votre côté? On nous dit que ça remonte au gouvernement Harper. J'espère que ce n'était pas une idée de Dimitri. Mais moi, ce qui me frappe plus sérieusement, c'est que ça continue. C'est que ce n'est pas réglé encore. Donc, c'est très inquiétant. Ça me fait penser, moi, au grand projet du ministre Dubé au Québec, là, son agence, là, Québec Santé, parce qu'à Ottawa, on voulait centraliser le système de paye, puis c'était pour économiser de l'argent. Ça dure depuis des années, ça dure. On n'est pas capable de le régler. C'est clair que les syndiqués ont une cause, là. Mais moi, comme citoyen, face à la merveilleuse révolution numérique, ça me laisse pour le moins sceptique. Dimitri, justement, c'est une erreur, ce système-là? Absolument. C'est une erreur monumentale. Et Christian, vous avez raison. Vous avez raison sur le point que le contexte de Phoenix, c'était après la récession de 2008, le gouvernement Harper cherchait à centraliser certains services. Et est venue cette idée, bien sûr, et je ne mets pas le blâme, mais c'est une idée qui a été proposée par la fonction publique disant essayons de centraliser notre système de paye, ça va être plus facile, ça va être automatisé. Le premier ministre Harper, à l'époque, avait annoncé que le centre de Phoenix allait être au Nouveau-Brunswick. Ce que Phoenix démontre, c'est l'incompétence totale et absolue du gouvernement du Canada d'avoir quelconque expertise en TI. Et la question que doit se poser le gouvernement actuel ou le prochain gouvernement, à quel point est-ce qu'on dit assez, c'est assez? Il faut essayer quelque chose d'autre, peut-être retourner à la façon... T'sais, si vous étiez encore au gouvernement, si vous étiez encore au gouvernement, qu'est-ce qu'on ferait? En indemnisation ou on arrête ça tout de suite puis on trouve d'autres choses? Bien, je pense que c'est quand 80 % de tes employés, soit tu les payes plus qu'ils doivent recevoir, moins qu'ils doivent recevoir, ou tu les payes pas du tout parce qu'il y a des erreurs littéralement à chaque semaine, à un moment donné, tu dis, on arrête ça, on retourne à la façon de faire d'avant, même si elle n'était pas si moderne que ça, mais au moins elle fonctionnait. Et il n'y a eu aucune imputabilité politique, il n'y a eu aucune imputabilité administrative relativement à ce fiasco-là. Exact, c'est ça. Je dois vous interrompre. On va en reparler. Merci, Christian Dufour, Dimitri Soudard, c'est Paul Journet. Merci. Merci. Au revoir.